en remerciant toutes et tous d'être présents pour ce webinaire sur la vaccination organisé par l'Union régionale des pharmaciens des Pays de la Loire. On a la chance d'accueillir, alors on a souhaité refaire quand même un point sur cette vaccination, parce que comme vous savez, le calendrier vaccinal se complexifie, la possibilité que nous avons de vacciner s'élargit, autant pour les pharmaciens que pour les préparateurs, les préparatrices. Et donc pour cela, je remercie le docteur Lefebvre qui va intervenir sur le nouveau calendrier vaccinal et nouveaux vaccins, ce qu'il faut savoir aujourd'hui. Et puis également, en seconde partie, nous avons la chance d'accueillir le docteur Jocelyn Coutap, qui est notre président de l'Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire. Merci Jocelyn d'être présent, qui va nous faire un point sur les compétences et la formation nécessaire pour les pharmaciens et les préparateurs en ce qui concerne cette vaccination à l'officine qui qui se développe considérablement, c'est une demande de la population. Voilà, donc très vite, je passe la main au docteur Lefebvre. Voilà. Ok, merci beaucoup pour Docteur, cette merci. introduction. Euh, on va parler effectivement du nouveau calendrier vaccinal avec un focus sur les nouveaux vaccins, avec quelques petits points d'incertitude encore, comme vous le verrez, comme vous le savez déjà. Je commence par mes liens d'intérêt que vous pouvez trouver sur transparence.gouv. Je n'ai pas d'intérêt financier, je ne fais pas du tout d'intervention pour les industriels. Je suis simplement investigatrice, mais pas investigatrice coordinatrice pour la plupart, pour des études dont la promotion est industrielle, avec tous les industriels globalement. Et puis, je suis aussi experte InfoVac France. Et donc, à ce titre, indirectement, ça me donne des liens d'intérêt. Alors, je vais commencer par ordre alphabétique, comme vous verrez, comme le fait le calendrier vaccinal. Alors, du côté du Covid-19, d'abord des petites actualités épidémiologiques et notamment une légère reprise épidémique qui commence en France avec un nouveau variant qui s'appelle NB.1.8.1. En fait, il y en a eu quelques-uns des nouveaux au cours de la saison, mais la saison était tellement pauvre qu'on s'en est pas tellement soucié. Toujours est-il qu'ils sont tous issus d'Omicron et vous connaissez plus particulièrement JN.1 puisqu'il a été l'objet de la vaccination qui a été utilisée, enfin du vaccin qu'on a utilisé au cours de la saison 2024-2025. Donc il y a effectivement des modifications de circulation des variants et une toute petite reprise depuis mars 2025 avec ce fameux variant qui circule, qu'on retrouve discrètement en France alors qu'il prend un peu d'ampleur en Australie et en Asie. Ce nouveau variant, un avantage d'infectiosité par rapport aux autres virus, c'est d'ailleurs toujours le cas maintenant, mais des différences antigéniques mineures quand même par rapport à JN1. Et donc, on suppose que le vaccin JN1 doit conserver une efficacité relativement bonne sur ces nouveaux variants. Néanmoins, la composition des vaccins ARN messagers contre le Covid-19 est révisée 2 fois par an par l'OMS et puis après avec des répercussions au niveau des pays. Et donc, pour la dernière révision du groupe consultatif technique de l'OMS sur la composition du vaccin, ils ont proposé d'utiliser la souche monovalente LP8.1. Et cette recommandation a été reprise au niveau de l'Europe, qui propose effectivement d'utiliser cette nouvelle souche pour la campagne de vaccination 2025-2026. Et moi, j'en sais pas plus pour le moment sur le degré d'avancement. Je suis allée voir sur les sites voir s'il y avait des communiqués de presse de la part de Pfizer, mais pas encore. Voilà. En tout cas, les recommandations vaccinales dans leur globalité n'ont pas changé. La recommandation reste de vacciner à l'automne toutes les personnes de 65 ans et plus, et puis tous les enfants de 6 mois ou plus ou les adultes qui sont atteints de comorbidité. Je ne vais pas les recataloguer. En particulier les personnes immunodéprimées. Les femmes enceintes également font toujours partie des recommandations vaccinales et ça pourrait être un point de discussion, mais en tout cas, elles font toujours partie du calendrier vaccinal.
Et puis également, les personnes qui vivent dans l'entourage de personnes immunodéprimées font partie des recommandations vaccinales, avec toujours un délai à respecter entre le dernier épisode de Covid ou le dernier épisode de vaccination et la vaccination actuelle de 6 mois, et qui peut être réduit à 3 mois pour les personnes de plus de 80 ans et les personnes très immunodéprimées. Et puis, il peut être possible d'administrer une dose supplémentaire au printemps, donc pour les personnes les plus âgées et les personnes immunodéprimées, quel que soit leur âge, donc les forts immunodéprimés. Et ça peut être le cas des personnes résidentes en EHPAD ou en USLD. Donc, on peut toujours trouver sur le site du ministère des informations pratiques sur les vaccins Covid-19. Donc, voilà une copie d'écran avec, vous le savez bien, des vaccins qui sont différents, qui se présentent de manière différente en fonction des âges auxquels ils sont administrés, avec une forme pour les 12 ans et plus, une forme pour les 5-11 ans et une forme pour les enfants de 6 mois à 4 ans qui, eux, ont un calendrier vaccinal, enfin un schéma vaccinal plus complexe. Un mot sur la coqueluche, avec un rappel d'actualité épidémiologique. Et vous vous souvenez que l'été dernier a été marqué par une forte reprise épidémique de la coqueluche, avec un nombre de consultations énorme, un nombre de diagnostics microbiologiques énormes, des hospitalisations de nourrissons et de personnes adultes, en particulier des personnes âgées. Et sur les dernières données de Santé publique France, qui ne sont pas définitives, qui remontent à novembre 2024, on dénombrait un total de 42 décès, parmi eux 23 enfants, dont 20 âgés de moins de 12 mois, donc qui sont décédés avec un lien direct avec la coqueluche, tandis que chez les personnes plus âgées, la coqueluche, elle peut être un événement déclencheur d'un deuxième événement, puis d'un troisième événement qui a mené au décès. Alors, il y a pour le moment un gros manque dans les données de couverture vaccinale des mères qui ont donné naissance à ces nourrissons décédés. Et donc, on a seulement les données certaines pour 4 d'entre elles. Et parmi ces 4 mères dont on sait le statut vaccinal, enfin dont on sait ou pas, en tout cas dont Santé publique France a récupéré le Renacoq a récupéré l'information, on avait 2 mères qui étaient non vaccinées, une mère vaccinée mais malheureusement en postpartum, donc selon la stratégie du cocooning qui n'a plus lieu d'être, et une mère dont le statut était inconnu. Alors, dans les nouveautés à proprement parler, on note l'arrêt de la commercialisation du vaccin Révaxis, donc du DTP, ce qui devrait permettre l'amélioration de l'immunité coqueluche chez les personnes âgées, qui certes ne sera pas optimale, puisque on n'a pas l'objectif avec la vaccination DTP coq de réduire à zéro la circulation de la bactérie, mais grâce aux mesures de prévention complémentaires, d'éliminer les cas de coqueluche mortelle du nourrisson. Et donc, la recommandation de vaccination des femmes enceintes entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée persiste, bien entendu, et a été renforcée, la communication à ce sujet a été renforcée pendant l'épidémie. Et donc, je rappelle que cette vaccination doit avoir lieu à chaque grossesse, même si on en est à la Xème grossesse, éventuellement répétée. Il n'y a pas du tout de signal de sécurité à répéter les vaccinations DTP-Coq chez l'adulte. Donc, je rappelle également que l'efficacité vaccinale sur la vaccination DTP-Coq de la femme enceinte, elle est excellente en termes de prévention des formes sévères hospitalisées, en particulier sur le risque de mortalité, tandis que la stratégie de cocooning, elle, n'avait jamais réellement démontré d'efficacité vaccinale. Donc, pourquoi la vaccination doit être réalisée à chaque grossesse? J'aime bien montrer ce petit schéma. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche qui vous montre alors c'est schématique, il n'y a pas des chiffres réels, mais qui vous montre la montée des anticorps anti-coqueluche lors de la réalisation d'un rappel chez une femme adulte, par exemple une femme enceinte.
Et donc, on voit qu'à l'occasion du rappel, le taux d'anticorps va monter au-delà du taux qui est nécessaire pour la protection contre la maladie. Et à vrai dire, ce taux va rester très au-dessus de ce seuil pendant plusieurs années. On dit maintenant que la vaccination des TP-coques, elle protège environ 5 ans contre la coqueluche. Par contre, le taux qui va être nécessaire pour que le nourrisson reçoive des anticorps maternels en quantité suffisante pour qu'il soit protégé à la naissance, est beaucoup plus fort. Et finalement, le taux d'anticorps qui monte à l'occasion d'un rappel, cette montée va pas durer si longtemps, seulement quelques mois, ce qui explique que la vaccination maternelle, elle est nécessaire à chaque grossesse. On a eu des données nationales issues des PIFAR sur les couvertures vaccinales coqueluches chez les femmes enceintes. Et on a donc eu la satisfaction, mais on le savait puisqu'on a fait des données, on a fait des études locales. Et en tout cas, on a eu la satisfaction d'avoir des chiffres nationaux qui confortaient nos données locales avec des très bonnes couvertures vaccinales dans le nord-ouest de la France et en particulier en Loire-Atlantique. Alors, un mot maintenant sur la vaccination grippale et un rappel rapide sur les données épidémiologiques 2024-2025. Donc, pour la faire courte, l'épidémie, elle a été rude. Voilà, ça résume l'ensemble. Les couvertures vaccinales ont été moyennes, plutôt stables par rapport aux précédentes années, donc seulement de un peu plus de 50% chez les plus de 65 ans et vraiment très médiocre, autour de 25% chez les moins de 65 ans avec facteur de risque. Un mot également sur les chiffres d'efficacité vaccinale qui étaient globalement positifs cette saison, avec des chiffres variables en fonction de la souche considérée et de la tranche d'âge. Mais voilà, globalement, on était sur une saison avec une efficacité significative. Les recommandations vaccinales n'ont pas changé non plus. Je rappelle que la vaccination concerne tous les 65 ans et plus, les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse, les enfants et les adultes qui présentent des facteurs de risque de faire une grippe grave, les personnes qui séjournent dans un établissement, je ne vais pas rentrer dans les détails, et l'entourage des nourrissons avec facteurs de risque et l'entourage des personnes immunodéprimées. Et puis, je rappelle également les recommandations pour les professionnels et en particulier la recommandation qui était nouvelle de l'année dernière concernant les professionnels exposés au virus influenza animaux, porcins et aviaires. Et donc, cette recommandation va être d'autant plus importante cette année avec le signal d'émergence d'épidémies ou de pandémies aviaires qui sont en cours. Alors là où il y a des nouveautés, c'est sur la composition des vaccins, la nature et la composition des vaccins. Alors la nature, bien sûr, elle a été mise à jour comme tous les ans par l'OMS avec une reprise des recommandations vaccinales au niveau de tous les territoires. Cette année, on repasse un vaccin de triple valence uniquement, hein, puisque le virus de type B Yamagata a été éradiqué, à vrai dire, à l'occasion de la pandémie de Covid et des mesures associées. Le virus de type B Yamagata n'a plus été détecté depuis quelques années. Donc on a un changement entre l'année passée et l'année à venir. On a un changement sur le virus de type A H3N2 et le virus de type A H1N1 est inchangé. Donc On ne vous entend plus. Équivalent. Ils sont composés soit d'antigènes de surface ou de virions fragmentés. Et je rappelle que ce sont des vaccins qui ont l'AMM à partir de l'âge de 6 mois. Il y a eu une homogénéisation sur ces dernières années pour rendre les choses plus simples. Donc, la vaccination peut être réalisée en intramusculaire ou en sous-cutanée profonde en cas de trouble de la coagulation. On va disposer également du vaccin fait à partir des virus propagés en culture cellulaire. Donc, c'est le Flucelvax trivalent.
qui est composé d'antigènes de surface. La composition est très discrètement différente par rapport aux vaccins cultivés sur œufs embryonnés, puisqu'on tient compte de la possible variabilité du virus en culture sur les œufs, ce qui n'est pas le cas par rapport aux cultures cellulaires. Il n'y a pas de trace de protéines d'œufs ni d'antibiotiques, et donc c'est un vaccin particulièrement indiqué en cas d'allergie, avec une injection par voie intramusculaire. Pour ce qui est du vaccin vivant administrable par voie nasale, le vaccin Fluenz, il est autorisé. L'AMM concerne les enfants de 24 mois à 17 ans inclus. Il n'a pas été commercialisé en France ces dernières années et probablement, malheureusement, il ne sera pas commercialisé encore en France l'année à venir. Et je vous ai fait un copier-coller d'un communiqué de presse émanant de 20 sociétés savantes pédiatriques et d'associations relativement consternées par la décision de la commission, enfin l'avis de la commission de transparence sur l'ASMR du vaccin Fluenz, puisqu'on considère bien dans la vie réelle que ce vaccin, il apporte une amélioration par rapport au vaccin injectable pour la réalisation pour la réalisation de campagnes de vaccination chez les enfants. Et puis du côté enfin des vaccins grippaux inertes qu'on dit améliorés, eh bien, ces vaccins sont recommandés par la HAS depuis le 9 mai 2025 pour la vaccination des personnes de 65 ans et plus de manière préférentielle par rapport aux vaccins à dose standard. Donc, il y a deux types de vaccins existants. Le vaccin inactivé haute dose, donc à 60 microgrammes d'hémagglutinine par souche versus 15 microgrammes à dose standard, c'est le vaccin Efluelda. Et puis le vaccin inactivé adjuvanté, c'est le vaccin Fluad de Seqirus. Ces vaccins n'ont pas été commercialisés l'année passée. Leur AMM concerne les 60 ans et plus. Et cette année, la commission de transparence a été plus clémente puisqu'elle a administré un SMR important et une amélioration du SMR 4, ce qui permet de faciliter les discussions entre l'industriel et la France. Alors, les données de ce qui a été beaucoup discuté l'année dernière, c'est le niveau de preuve en termes de mortalité en particulier. Mais par contre, on peut s'arrêter par exemple sur la donnée suivante qui montre que avec ces vaccins, on considère qu'on évite 3 hospitalisations pour 1000 personnes vaccinées. Donc, considérant qu'en général, la vaccination pour grippe dure 10 jours et qu'un séjour coûte 1 500 € par jour, on rentre à peu près, même s'il n'y a pas ces données économiques prises prises en compte par la commission de transparence, certainement en arrière-lecture, on peut trouver, on peut s'intéresser à ça. Donc la parution du JO est en attente avec le prix et du coup les précommandes elles sont toujours ouvertes avec une possibilité pour les pharmaciens de switcher encore entre les vaccins inertes dose standard vers des vaccins inertes haute dose. Je passe à la vaccination méningocoque. Donc les actualités vaccinales ont été très chaotiques sur les mois passés. D'abord, on a eu des recommandations de la HAS de mars 2024, puis le décret du 5 juillet 2024 relatif à l'obligation vaccinale. J'ai fait un copier-coller d'un texte paru par un syndicat des médecins. Donc je vais le faire en résumé. Donc, qui dit le décret a rendu obligatoire à partir du 1er janvier 2025 la vaccination des nourrissons contre les méningocoques B et ACYW135. Mais pour quels enfants? Donc, en 2018, c'était clair, c'est seulement les enfants nés depuis le 1er janvier 2018, donc date de parution de la loi, qui étaient concernés et c'était logique. Cette fois-ci, c'est très compliqué puisqu'il est question de rattraper les enfants les enfants qui sont nés avant le 1er janvier 2025. Donc, la loi concernerait les enfants qui ont jusqu'à 18 mois
au moment de la parution de la loi. Donc, ils disent que le ministère de la Santé a créé l'obligation vaccinale rétroactive, effectivement, ce qui rend vraiment les choses compliquées, les explications compliquées. Et puis, il conclut en disant: ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et là, c'est vrai que ça a vraiment été le chaos sur cette loi, avec notamment des pages de questions-réponses publiées sur le site du ministère qui ont changé discrètement de temps en temps. Voilà, c'était assez compliqué. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est en ce moment en cours de recrudescence des infections invasives à méningocoque, à la fois du méningo B en particulier chez les jeunes adultes, à la fois du méningo B et du ACI, enfin du Y et du W chez les plus jeunes. De ce fait, la HAS a renforcé son message de recommandation en préconisant la vaccination méningo B et méningo ACYW jusqu'à l'âge de 4 ans inclus pour les nourrissons. Et puis, le ministre de la Santé a également fait un communiqué de presse annonçant l'élargissement des recommandations vaccinales. Donc, Infovac, de ce fait, a proposé cette infographie qui a été reprise dans plusieurs journaux, enfin dans la presse générale, montrant les obligations vaccinales du nourrisson, la recommandation vaccinale des adolescents et des jeunes adultes, donc de 11 à 14 ans, avec un rattrapage de 24 ans inclus pour le méningo quadrivalent. Et alors, ce n'est pas vraiment une recommandation vaccinale, mais c'est une mise à disposition gratuite du vaccin en cas de demande pour le Bexsero entre l'âge de 15 ans et 24 ans. Et puis, il considérait donc les propos, la recommandation de la HAS et les propos du ministre de la Santé avec cet élargissement de la vaccination des jeunes enfants jusqu'au 5e anniversaire. In fine, le calendrier vaccinal 2025 rappelle l'obligation vaccinale jusqu'à l'âge de 24 mois. Donc, cette fois, c'est clair et net. C'est même plus une histoire de 18 mois. Il y a bien un rattrapage vaccinal jusqu'à l'âge de 24 mois, selon les termes du calendrier vaccinal. Et puis, une recommandation pour les adolescents de 11 à 14 ans pour le vaccin méningo-quadrivalent, donc un des 3 vaccins quadrivalents, avec un rattrapage à proposer jusqu'à l'âge de 24 ans inclus. Pour ce qui est du vaccin méningo B, le calendrier rappelle l'obligation vaccinale jusqu'à l'âge de 24 mois. Donc si la vaccination n'est pas faite à partir de l'âge de 3 mois, le rattrapage vaccinal se fait également en 3 doses. Et l'élargissement des recommandations vaccinales telles que je vous les ai décrites sur la précédente recommandation, n'étaient donc que transitoires et ne sont pas mentionnées dans le calendrier vaccinal. Dans les faits, le vaccin méningo B est bel et bien remboursé pour les 15 à 24 ans révolus. Donc, il n'y a pas de campagne de vaccination à proprement parler, mais le vaccin est remboursé si le parent ou le jeune est demandeur. Et le vaccin quadrivalent et l'élargissement du vaccin quadrivalent et méningo B, j'ai oublié de marquer jusqu'à l'âge de 5 ans, enfin le 5e anniversaire, ne sont remboursés que de manière CPAM dépendante. Et j'ai cru comprendre qu'en Loire-Atlantique, c'était plutôt pas remboursé. Pour les pneumocoques, l'obligation vaccinale prévaut jusqu'à l'âge de 24 mois avec le vaccin Prevnar 15, enfin Vaxneuvance. La vaccination est maintenant généralisée chez les adultes à tous les 65 ans et plus, et toujours chez les adultes avec facteur de risque. On utilise le Prevnar 20. Et donc, il n'y a plus lieu de faire la séquence vaccinale Prevnar 13, Pneumovax si compliquée. Et je vais passer vite parce que je pense que je commence à prendre du retard. Je vais juste mentionner qu'il se pourrait que dans l'année qui vient, on entende parler du vaccin Capvaxive, qui est le vaccin pneumocoque 21 valence, qui a été autorisé par l'Europe, mais qui n'a pas encore de recommandation. Et je termine avec le vaccin VRS. Donc pour la prévention de la bronchiolite du nourrisson, on dispose à la fois de la vaccination des femmes enceintes avec le vaccin Abrysvo
et l'immunisation des nouveau-nés avec l'anticorps monoclonal Beyfortus. Donc ces deux produits n'ont pas été comparés bras à bras en termes d'efficacité vaccinale, mais que ce soit dans les études d'AMM ou dans les études de vie réelle, l'efficacité vaccinale est l'efficacité du produit est très bonne sur les formes sévères. En termes de sécurité et de tolérance, il n'y a aucun signal avec l'anticorps monoclonal. Il y a eu un signal dans les études d'AMM avec le vaccin Brisvau chez la femme enceinte en termes de prématurité, et ce qui explique l'intervalle court qui a été donné pour son utilisation, donc entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée. Mais finalement, ce signal n'est pas confirmé dans les études en vie réelle. Donc les deux stratégies peuvent être utilisées. C'est au choix des familles avec une discussion entre le soignant et la famille. Le prix des produits n'est pas le même. Le vaccin est pris en charge à 100% dans le cadre de la grossesse, tandis qu'on a le problème de prise en charge pour le Beyfortus, et donc notamment si le produit n'est pas utilisé à la maternité. On n'a pas encore beaucoup de données officielles, mais un élément de choix peut être l'impact environnemental des deux produits. En tout cas, globalement, ces deux produits sont bien acceptés par les femmes et les données de couverture d'immunisation sont tout à fait encourageantes. Et puis, on attend la petite gymnastique sur les périodes d'immunisation qui va être à nouveau à maîtriser, comme l'année dernière, sans doute suite à un DGS urgent qui viendra. Et puis, pour ce qui est des personnes âgées, le vaccin VRS est recommandé. N'importe lequel des trois vaccins, Brisvau, Arexvy ou MRSVIA, vaccin ARN messager. Donc en amont de la période épidémique, c'est une dose unique. On ne sait pas encore s'il faudra faire des rappels, probablement en tout cas pas la deuxième année. Et il est donc réservé aux personnes de 75 ans et plus ou aux personnes de 65 à 75 ans qui ont des pathologies respiratoires ou cardiaques chroniques. Et la commission de transparence ayant octroyé un ASMR5, les discussions sont en cours, plus. Et donc les informations à venir concernant les modalités de remboursement et le prix du produit. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur Lefebvre, pour ces explications. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en ouvrant votre micro ou alors à les poser directement dans les chats et je répéterai. Oui, on va passer tout de suite la parole à Jocelyn Coutable. Oui, bonjour Alain et Marine, merci pour Bonjour. l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis en duo avec Claire Isabelle Breda, qui est la juriste du CROP. Alors, deux parties dans ces quelques minutes d'intervention. Là, je veux bien la diapo suivante, Claire Isabelle, s'il vous plaît. Voilà, deux parties dans ces quelques minutes d'intervention. La première va concerner les modalités de déclaration et d'enregistrement des différentes formations, que ce soit formation à la prescription ou formation à la vaccination. Et la deuxième partie qui va se présenter sous forme de tableau pour savoir qui fait quoi au sein de l'équipe officinale. Donc, on va commencer avec la première partie. Alors, je suis pharmacien titulaire d'officine. J'ai fait une formation à l'administration. Si cette formation a été effectuée avant le 10 août 2023, je dois la déclarer à l'ARS. Pour les formations qui sont postérieures à cette date-là, je dois la déclarer auprès de mon CROP. Donc pour nous, le CROP des Pays de la Loire. J'ai fait la formation à la prescription et je déclare la formation à la prescription au CROP des Pays de la Loire. Donc là, je parlais des pharmaciens titulaires d'officine. Pour les pharmaciens adjoints, comme il n'y a pas d'ordre régional, c'est une déclaration à la section D, à l'ordre national. Donc, on a souvent cette question. Les déclarations, elles sont individuelles. Donc, c'est un pharmacien qui soit titulaire ou adjoint, une déclaration. La déclaration, elle n'est pas officine dépendante, elle n'est pas rattachée à l'officine, c'est-à-dire que j'ai fait ma déclaration, je vends mon officine, j'en achète une autre, je n'ai pas besoin de refaire de déclaration. Diapo suivante. Alors, comment est-ce que l'on doit déclarer Claire, Isabelle, vous allez nous faire, s'il vous plaît, la démonstration. Je me connecte sur le site de l'Ordre des pharmaciens et je me connecte à la plateforme HipHop. Oui, c'est la plateforme qui est mise en place par l'ordre. Donc là, la démarche vous est remise. Je vais vous montrer ce qu'il convient de déposer sur le site de l'ordre. Donc juste un instant, je
Je vais vous partager. Alors, du coup, ça va être. En fait, la plateforme Hip-Hop, c'est donc cette plateforme-là. Donc, ça, c'est la vision. Donc, c'est le compte de Monsieur Coutable. Voilà. Donc, en fait, on dépose des documents dessus. Quel document il faut déposer? Je vais vous le montrer tout de suite. Alors, hop. Ce document-là. Juste un instant. Parce qu'il est à l'envers. Bon, on va y aller comme ça, faut tourner un peu la tête. C'est une attestation, donc là, remise par l'organisme de formation auprès duquel, là, c'est Hémisphère Santé, auprès duquel le pharmacien a fait sa formation. Cette attestation-là, vous la déposez sur le site HIPHOP et juste après, vous recevrez un récépissé donc de l'ordre qui prend cette forme-là. Donc là, en l'espèce, donc Monsieur Coutal avait déjà déclaré son activité d'administration vaccinale avant août 2023 auprès de l'ARS, donc il n'a pas eu à le faire auprès du CROP dont il relève. En revanche, pour la prescription, déclarer ce jour, c'est-à-dire déclarer le jour où il a versé l'attestation qui lui a été remise par l'organisme de formation sur la plateforme HIPHOP. Donc, il reçoit cette notification quasi automatique de l'ordre et à partir du moment où vous recevez cette notification, eh bien, vous pouvez tout à fait débuter votre activité de prescription vaccinale. Voilà. Bonjour, excusez-moi. J'ai une question. Je suis diplômée de la promo 2024, donc on a fait notre formation à la prescription vaccination à la fac. Est-ce qu'il faut quand même le signaler On à... va, on va voir ça tout à l'heure. On va voir ça tout Ok, à l'heure, si merci. vous voulez. On va prendre votre question, On va y répondre tout à l'heure. à l'heure. Alors, les attestations de formation, donc elles doivent toutes contenir, l'identité du pharmacien qui a suivi la formation, la date et le début de formation. Normalement, on est tous à peu près dans des formations maintenant, que ce soit l'administration ou la prescription, sont postérieures à la date du 10 août 2023. Donc, la formation administration, elle dure 7 heures, la formation prescription, elle dure 10h30 et toutes deux doivent contenir dans leur attestation la conformité aux objectifs pédagogiques de l'arrêté du 8 août 2023 pour être valide. Alors, diapo suivante. On va maintenant passer à la deuxième partie pour s'intéresser à qui peut faire quoi au sein de l'équipe officinale. Donc, je vais vous commenter différents tableaux. Les tableaux se lisent à la verticale. Dans les colonnes de gauche, nous aurons tout ce qui concerne le droit commun et dans les colonnes de droite, toutes les mesures dérogatoires qui sont toujours en vigueur qui avaient été prises durant la période de la Covid. Et ces tableaux aussi se lisent en fonction de la formation d'administration suivie. Est-ce que j'ai été formé à l'administration par un professionnel de santé ou est-ce que j'ai été formé par un organisme de formation? Donc, diapo suivante. Alors, je suis pharmacien d'officine. J'ai été formé à la prescription et j'ai été formé à l'administration selon le principe du droit commun. Donc, j'ai la possibilité de vacciner les personnes âgées de 11 ans et plus avec les vaccins du calendrier vaccinal en vigueur. Donc, attention, le calendrier vaccinal en vigueur, ce n'est pas les vaccins obligatoires, hein, c'est tout le calendrier vaccinal en vigueur. Et je vaccine en fonction des recommandations qui figurent dans ce même calendrier. À qui je peux administrer ces vaccins? Eh bien, aux personnes âgées de 11 ans et plus. Concernant la grippe saisonnière, je peux prescrire et administrer aux personnes à partir de 11 ans et plus. Et concernant la Covid, je peux prescrire et vacciner à partir de 5 ans. Mais comme dans le cas de la Covid, il existe toujours des mesures dérogatoires et qu'elles sont maintenues en matière de lutte contre la Covid, je me reporte aux colonnes de droite, donc les colonnes en gris. Et là, je vois que le vaccin contre la Covid, je peux le prescrire aux personnes âgées de 12 ans et plus, à l'exception des femmes enceintes, des personnes qui ont un trouble de l'hémostase et des personnes qui ont des antécédents de réaction anaphylactique. Je peux l'administrer à ces mêmes personnes âgées de 12 ans et plus, à l'exception des personnes ayant eu des réactions anaphylactiques.
anaphylactique, pardon, et je peux aussi le prescrire et l'administrer aux enfants âgés de 5 ans à 11 ans, à l'exception de ceux qui ont un trouble d'hémostase, des antécédents de réaction anaphylactique et des antécédents de syndrome anti-inflammatoire multisystémique, etc., etc. Alors, se pose la question de la femme enceinte, parce que dans le droit commun, je pourrais comprendre que j'ai le droit de vacciner la femme enceinte, et quand je me reporte aux mesures dérogatoires, enfin, je peux la vacciner, se pose la question de la prescription pour la femme enceinte. Dans le cadre du droit commun, j'ai l'impression que je peux prescrire ce vaccin à la femme enceinte, mais par contre, quand je me reporte aux mesures dérogatoires qui sont maintenues en matière de lutte contre la Covid, je m'aperçois que je n'ai pas le droit de prescrire ce vaccin aux femmes enceintes. La réponse, je ne l'ai pas. Elle a été posée à la Direction générale de la santé et on attend toujours une réponse de leur part. Diapo suivante. Je suis pharmacien d'officine, mais je n'ai pas fait de formation à la prescription ni de formation à l'administration des vaccins selon le droit commun. Mais par contre, dans le cas des mesures dérogatoires en matière de lutte contre la Covid, j'ai été formé à la vaccination, soit par un confrère ou une consoeur, soit par un professionnel de santé. Donc, je peux prescrire le vaccin contre la Covid aux personnes âgées de 12 ans et plus, à l'exception des femmes enceintes, des personnes qui ont un problème d'hémostase et des personnes ayant fait des réactions anaphylactiques. Et je peux l'administrer aux personnes âgées de 12 ans et plus avec les mêmes restrictions que précédemment. Je peux aussi administrer le vaccin contre la grippe quand on considère qu'une double vaccination grippe-Covid est recommandée pour le patient. Et ce vaccin contre la grippe, je peux l'administrer là uniquement aux personnes majeures. Diapo suivante. Je suis préparateur en pharmacie. Je suis préparateur en pharmacie. Je n'ai pas, on a souvent la question, je n'ai pas de déclaration d'activité vaccinale à faire. Je dois simplement remettre mon attestation de formation à mon pharmacien titulaire. Donc, je n'ai pas de droit de prescription. Donc, maintenant, tous les nouveaux préparateurs en pharmacie ont, durant leur formation, la formation à l'administration des vaccins du calendrier vaccinal. Ils peuvent vacciner ces vaccins du calendrier vaccinal sous la supervision d'un pharmacien qui a été formé à l'administration et ou à la prescription des vaccins. Et le préparateur peut administrer les vaccins aux personnes âgées de 11 ans et plus, donc les vaccins du calendrier vaccinal. Ils peuvent aussi administrer les vaccins contre la grippe saisonnière et ils peuvent administrer aux personnes âgées de 11 ans et plus et ils peuvent administrer le vaccin contre la Covid aux personnes âgées de 5 ans et plus. Alors, est-ce que j'ai le droit d'obliger mon préparateur ou ma préparatrice à suivre une formation à l'administration des vaccins? Eh bien non, puisque c'est une mission qui est facultative pour le pharmacien. Je suis, on va dire, un préparateur ou une préparatrice avec un petit peu plus d'expérience. Donc, durant ma formation, je n'ai pas été formé à l'administration des vaccins, mais dans le cadre des mesures dérogatoires de lutte contre la Covid, j'ai été formé par un professionnel de santé, par mon pharmacien titulaire, à l'administration du vaccin contre la Covid. Donc, je peux l'administrer sous la supervision de mon pharmacien aux personnes âgées de 12 ans et plus, avec les mêmes restrictions quant aux exceptions. Et je peux aussi administrer le vaccin contre la grippe quand on considère qu'une double vaccination grippe-Covid est importante pour le patient. Et cette vaccination contre la grippe, je ne peux la faire qu'aux personnes majeures. Je suis étudiant préparateur, je ne peux rien faire. Alors maintenant, je suis étudiant en pharmacie, j'ai validé ma 6e année et j'ai obtenu un certificat de remplacement. Donc normalement, durant mes études, j'ai été formé à la prescription et à l'administration des vaccins. Par contre, durant mon remplacement, je ne pourrais pas prescrire les vaccins. Je pourrais les administrer aux personnes âgées de 11 ans et plus. Je pourrais administrer le vaccin contre la grippe aux personnes âgées de 11 ans et plus et le vaccin contre la Covid aux personnes âgées de 5 ans, à partir de 5 ans. Je me reporte dans le cadre de la Covid aux mesures dérogatoires qui sont toujours en vigueur et je vois
que le vaccin contre la Covid, je ne peux l'administrer que sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration. C'est-à-dire que tous les autres vaccins, ceux du calendrier vaccinal et la grippe, je peux les administrer. Je fais un remplacement. Il n'y a pas d'autre pharmacien que moi, étudiant en 6e année avec certificat de remplacement. Donc, je peux vacciner avec les vaccins du calendrier vaccinal et je peux vacciner avec le vaccin contre la grippe, mais je ne peux pas vacciner avec le vaccin contre la Covid. Quand j'ai un pharmacien avec moi, donc je peux vacciner contre la Covid les personnes âgées de 12 ans et plus avec les mêmes restrictions, et je peux aussi vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans avec les restrictions qui s'appliquent. Diapo suivante. Donc, diapo suivante. Je suis en 6e année de pharmacie et je fais mon stage en officine. Donc là, durant mes études, j'ai aussi été formé à la prescription et à l'administration des vaccins. Donc, durant mon stage, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux vacciner les vaccins avec les vaccins du calendrier vaccinal en cours, les personnes âgées de 11 ans et plus. Je peux vacciner contre la grippe saisonnière les personnes âgées de 11 ans et plus. Et je peux vacciner aussi à partir de 5 ans contre la Covid. Je me reporte dans la colonne de droite en gris. Je peux vacciner donc avec mon maître de stage, donc aux personnes âgées de 12 ans et plus, avec les restrictions qu'on a déjà envisagées, et aux enfants âgés de 5 à 11 ans, avec les mêmes restrictions. Alors, on peut revenir, voilà, j'ai un diplôme de docteur en pharmacie, j'ai fait une carrière dans l'industrie, par exemple, et je souhaite me réorienter vers l'officine. Et pour cela, je fais un stage de reconversion à l'officine. Donc là, je ne peux ni prescrire, ni administrer des vaccins durant ce stage. Je suis étudiant en pharmacie. Alors là, je suis étudiant en pharmacie. Alors attendez, que je me repère dans mes tableaux. Oui, c'est le dernier. Je suis étudiant en pharmacie et je travaille en officine. Alors, je suis en 4e, 5e année ou 6e année. 6e année, je fais mon stage du lundi au vendredi, mais je travaille le samedi et durant les vacances. Donc, normalement, que je sois en 5e année ou en 6e année, j'ai fait la formation à la prescription et à l'administration, mais je ne peux rien faire. Et je ne peux ni prescrire ni administrer. Dans le cadre des mesures dérogatoires en matière de lutte contre la Covid, sous la supervision du pharmacien, je peux administrer les vaccins contre la Covid aux personnes âgées de 12 ans et plus, aux enfants âgés de 5 à 11 ans, avec toujours les restrictions que l'on a déjà envisagées. Je peux aussi administrer le vaccin contre la grippe quand on considère que la double vaccination grippe-Covid est importante, et ce vaccin contre la grippe, je ne peux l'administrer qu'aux personnes majeures. Donc, en résumé, si on reprend l'exemple de l'étudiant en 6e année, qui va être en stage du lundi au vendredi, il ne pourra pas prescrire, mais il pourra administrer les vaccins du calendrier vaccinal. Par contre, il va travailler le samedi dans mon officine ou bien durant les vacances. Là, il ne pourra plus rien faire. Donc, il faut faire attention à ces différenciations, parce que si jamais il y avait un problème, ça pourrait nous occasionner ça nous occasionnerait beaucoup de problèmes. Diapo suivante, Claire Isabelle, s'il vous plaît. Alors, toutes ces informations, vous pouvez les retrouver dans le guide pratique de l'activité officinale. Alors, le guide pratique de l'activité officinale, c'est un document électronique qui a été rédigé par des pharmaciens pour des pharmaciens, et je fais partie des rédacteurs du document. C'est un document qu'on a voulu très pratique et qui décrit toutes les activités que le pharmacien peut développer dans son officine en dehors de la dispensation des médicaments et des produits de santé. Et quand on va dans ce guide pratique, donc vous pouvez le trouver en tapant guide pratique de l'activité officinale. Claire Isabelle, vous nous faites la démo, s'il vous plaît, pour aller. Oui, normalement, elle est à l'écran. Est-ce que vous voyez le guide? Est-ce qu'on peut aller sur la page vaccination? Oui, j'y suis. Vous la voyez? Alors moi, j'y suis pas. Est-ce que les autres, vous la voyez? Non. Non.
Alors, alors, attendez juste un instant. Alors, je vais vous repartager l'écran. Juste un petit instant. Alors, Donc, vous tapez guide pratique de l'activité c'est ça. officinale. Donc, comme c'est un outil électronique, il est mis à jour en fonction de l'évolution de la réglementation régulièrement. Je vais vous le partager. Il y a un Donc, sommaire. Donc, il y a toutes les activités que l'on peut développer à l'officine, avec à chaque fois les conditions pour les développer, les rappels de réglementation, de formation à faire. alors, je vous ai perdu. Et Ah, c'est- quand on a accès au sommaire, il y a vaccination. Il suffit de cliquer sur vaccination. Alors, hop, pardon. Alors, non, bah non, vous voyez pas. Je... Donc, je reviens un petit peu sur le commentaire sur le commentaire des tableaux. Donc, je pense qu'on a tous compris que ça n'était pas simple. Est-ce que vous le voyez à l'écran? Oui. Vous le voyez, oui? Mais il n'est pas actif, en fait. Est-ce que vous pouvez cliquer Vous voyez la dessus? page 21 que je vous ai Non. partagée? Non, Non. ça reste sur la première page. Ah là là. Attendez, je suis désolée, je recommence, mais c'est dommage. Alors, se pose aussi la question, est-ce que le préparateur ou la préparatrice a le droit de préparer les doses de vaccin contre la Covid? Oui. Alors, la question a été posée à la Direction générale de la santé. On n'a toujours pas la réponse, mais il semblerait que ce soit oui. Mais on attend toujours la réponse. On a une question un peu similaire. Est-ce que les préparateurs en pharmacie peuvent-ils reconstituer les vaccins qui ne sont pas prêts à l'emploi, comme le Shingrix par exemple? Alors, il semblerait que la reconstitution du vaccin fasse partie de l'acte de vaccination. D'accord. Alors, Oui, on a interrogé, l'ordre a interrogé, s'est rapproché de la DGS à ce sujet, et nous avons pour l'instant une réponse orale à ce sujet. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas été diffusée plus que ça. Et on attend une réponse écrite de la DGS. Et il semblerait effectivement que le préparateur en pharmacie puisse se reconstituer et que ça ferait partie de l'acte d'administration. alors, D'accord. donc là, voilà, quand on clique sur la page 21, on arrive sur cette page, la vaccination à l'officine. On retrouve tout ce qui concerne les formations à l'administration, à la prescription. Vous pouvez dérouler, Claire-Isabelle, Oui, s'il vous plaît. Vous avez tout ce qui concerne l'équipement des locaux, comment effectuer les déclarations à l'ordre. Et à chaque fois que vous cliquez, vous allez directement sur les sites concernés. On peut continuer à dérouler. Alors voilà. Concernant l'administration, la prescription, l'administration des vaccins, vous voyez le calendrier des vaccinations. Si on clique dessus, on va directement sur le. Vous pouvez cliquer, Claire-Isabelle, s'il vous plaît. oui, j'ai cliqué, vous le Voilà. voyez? On va directement sur le calendrier vaccinal mis à jour au premier trimestre 2025 ou au second trimestre, je ne sais plus. Voilà, vous devez avril 2025, mise à jour avril Donc 2025. Je pense que vous le voyez à l'écran. second trimestre de 2025. Donc, n'hésitez pas à y aller, vous trouverez toutes les informations et vraiment, c'est pratique. Et vraiment, c'est pratique. Je crois qu'on a une dernière diapositive avec les questions les plus fréquentes que nous avons, même si Vous la on y a en voyez? partie déjà répondu. Non? Ah, un problème de... Alors, juste une question peut-être en attendant au docteur Oui. Lefebvre. Qu'en est-il pour l'administration du Bexero chez les 15-24 ans qui n'a pas été publié au JO pour la réaliser en pharmacie avec des risques d'indus? Je ne sais pas si le docteur Lefebvre est... Oui, je suis toujours là et j'avais la notion qu'il était bel et bien remboursé pour les 15 à 24 ans. Oui, moi aussi. Je vois. Et j'ai pas eu de retour. J'ai pas eu de retour pour le coup, on a eu des retours négatifs pour
les enfants là, entre 2 et 5 ans avec des problèmes de remboursement. Autant pas du tout pour les jeunes adultes pour le méningo B. Très bien. Et si, il me semble qu'il est. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il était. Je vais refaire une requête rapide, mais. Non, non, je peux vous le confirmer. Bonjour, Monsieur Guillemot. Bonjour à tous. Je peux vous le confirmer suite à la dernière réunion qu'on a eue avec l'assurance maladie pour mettre à jour notre outil Pharmaprat. Je l'ai remis dans le chat. Depuis le 5 avril 2025, vous pouvez délivrer, vacciner en officine et tout est pris en charge. Très bien. Voilà, pour les 15-24. Merci. Voilà, Jocelyn. Alors voilà les 4 principales questions que nous avons chaque semaine au CROB. Donc concernant les préparateurs, donc il n'y a pas de déclaration à effectuer pour les préparateurs, juste l'attestation de formation à remettre aux pharmaciens titulaires. Concernant la prescription du vaccin contre la Covid aux femmes enceintes, donc on attend la réponse de la Direction générale de la santé. Concernant la vaccination des voyageurs, donc on ne peut pas prescrire les vaccins les vaccins pour les voyageurs. Par contre, je sais qu'il dans à peu près vous avez peut-être vu ces articles dans la presse professionnelle. Il y a des pharmaciens qui sont en exercice coordonné, qui ont travaillé des protocoles de prescription et de vaccins et pour le voyage et de médicaments pour la prophylaxie du palu. Donc ça peut être un protocole à travers. Et il me semble que c'est à l'étude à la HAS aussi. Là, je sais pas. Là. La possibilité de prescrire pour les voyageurs. Et donc la condition essentielle, donc quand on se pose une question, est de se reporter au calendrier vaccinal en vigueur et de regarder si la vaccination apparaît dans les recommandations du calendrier vaccinal. Si elle apparaît, je peux vacciner, sinon je ne vaccine pas. Un exemple, si on prend l'hépatite A, une personne atteinte je peux vacciner une personne, je peux prescrire et administrer une personne atteinte de mucoviscidose, mais une personne qui aurait besoin de ce vaccin pour voyager, je ne pourrais pas. Là, il suffit de se reporter au calendrier vaccinal. Vous le voyez à l'écran, hein, le calendrier Oui, vaccinal. oui, là c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et vous avez accès à ce document-là directement via le guide pratique de l'activité officinale en vous connectant sur l'onglet vaccination. Donc on ne peut pas administrer d'hépatite A pour les voyageurs. Non. Voilà. Et on ne peut pas prescrire. Et on ne peut pas prescrire. Mais toute l'ambiguïté, c'est de savoir si c'est pour un voyage ou pas. Voilà. Parfois. C'est quand même ça souvent le problème. Voilà. Bah, écoutez, voilà, c'est terminé pour. Merci, c'est terminé pour nous. Oui, merci. Juste une question pour le docteur Lefebvre. Où peut-on trouver les informations sur la vaccination des prématurés? Si le docteur Lefebvre est encore là. Oui, je suis là, juste le temps de réactiver le micro. Il y a quelques infos dans le calendrier vaccinal, vaccin par vaccin. Par exemple, sur la vaccination pneumococcique, il y a la mention de la vaccination des prématurés. Idem pour la vaccination hépatite B si une mère est antigène HBs positif, par exemple. Il n'y a pas de recommandation spécifique pour la vaccination hexavalente. Mais Infovac, par contre, propose des recommandations un petit peu plus fournies que ce qui est écrit dans le calendrier vaccinal. Et donc, vous pouvez le retrouver sur le site d'Infovac. Je crois qu'on a. Voilà, on va clôturer ce webinaire. Merci à toutes et à tous. C'est vraiment des informations très intéressantes. Avec une mise à jour complète, voilà, docteur Lefebvre et puis du docteur Coutable sur la mise en place, les compétences et les formations nécessaires pour les pharmaciens et les préparateurs. Voilà, donc on mettra à disposition les présentations, Marine.
Oui, oui, sur si demain. vous voulez les supports de Voilà. présentation, n'hésitez pas à me les envoyer. J'ai remis l'adresse mail dans le chat et le replay sera disponible sur le site internet de l'URPS Pharmacien. Très bien. Merci. Bon Merci à toutes et à après-midi. tous. Merci. Bon après-midi. Merci Merci. Bonne beaucoup. journée. Au revoir. Au revoir.